Mardi 19 novembre 2024, bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Une réunion à la présidence de la République autour du chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno veut suivre de près les projets liés à l'accès à l'eau potable et à l'énergie sur l'ensemble du territoire national. Ce qui en est résulté, Angal Toklok nous le dira en tout début du journal. Dans ce journal, il sera également question des conditions sanitaires dans les aéroports, une problématique au centre de la 10e conférence du CAPSCA. Les assises permettront de dégager des pistes de solutions. Et puis la province de la Tandjilé s'arrime au système intégré des finances publiques. C'est le secrétaire d'État aux finances, Ali Djadda Kampar, qui a lancé le nouveau système en présence des autorités locales. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je l'annonçais en titre que le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé ce mardi la réunion consacrée aux défis liés à l'accès à l'eau potable et à l'énergie sur l'ensemble du territoire national. La réunion a regroupé les responsables des différentes entités en charge de la gestion du secteur, conduit par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, et les proches collaborateurs du chef de l'État. Deuxième du genre, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus du président de la République pour assurer un suivi rigoureux des projets. Angal Toklok. Entamé le 23 mai dernier, le programme du quinquennat du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, prévoit une desserte en eau et en énergie, en quantité, en qualité et à moindre coût à l'ensemble de la population tchadienne. La formule trouvée par le chef de l'État pour atteindre cet objectif ambitieux, c'est le lancement de 2 programmes majeurs. Il s'agit du lancement en juillet dernier du programme d'accélération de l'électrification du Tchad qui touchera à terme 14 provinces, 200 localités, 850 centres de santé et 700 écoles, et celui devant améliorer la desserte en eau sur l'ensemble du territoire. Afin de faire le suivi et l'évaluation des directives données pour atteindre ce but, le chef de l'État a convié au Palais Toumaï ce mardi 19 novembre 2024. La réunion a regroupé les responsables des différentes entités en charge du secteur de l'eau et de l'énergie, sous la conduite du ministre de tutelle, Passalé Kanabé Marcellin, et les proches collaborateurs du chef de l'État. Deuxième du genre, cette rencontre a passé au peigne fin les défis liés à l'accès à l'eau potable et à l'énergie sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la réunion, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, a présenté un rapport détaillé sur l'état d'avancement des projets en cours, notamment les initiatives visant à renforcer les infrastructures hydrauliques et énergétiques. Il ressort de la présentation du ministre que le taux d'accès à l'eau dans toutes les provinces du pays se chiffre actuellement à 63,5%. Il est à relever cependant que 15 provinces sur les 23 que compte le pays ont un taux de desserte en dessous de la moyenne. On retiendra également de l'exposé du ministre que le département est en train de fournir d'efforts pour améliorer ce résultat. Des solutions à court, moyen et long terme ont été également proposées avec un accent particulier sur l'accélération des travaux dans les zones rurales où les besoins restent criants, surtout durant la canicule. Au niveau du secteur de l'eau, je pense qu'il y a un travail de terrain qui est en train d'être fait. Que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit ici à N'Djamena. Nous avons apprécié tout ça avec le président. De 61%, aujourd'hui nous sommes à 63,5% des taux de desserte de l'eau. Au niveau de l'énergie, à N'Djamena, il y a une progression. Des 30 mégas, nous sommes à 95,5 mégas. Et à l'intérieur du pays, en tout cas, nous sommes à 123 mégas sur toute l'étendue du territoire. Et le président dit que c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte que, après plusieurs années, que nous soyons encore là en train de traîner avec environ 100 mégas. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais je pense qu'avec les moyens et la volonté du chef de l'État, avec ma responsabilité qui est engagée, parce que le président dit il peut pardonner tout le monde, mais il ne pardonne pas le ministre.
Il ne veut pas que le ministre vienne ici pleurer pour dire que Monsieur le Président, je n'ai pas les mains libres. Monsieur le Président, il y a tel. En tout cas, le Président a donné le ton, comme il avait donné il y a quelque temps. Et le Président a bien dit que ces genres de rencontres vont être régulières. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a donné des directives précises pour surmonter les obstacles persistants, notamment les lenteurs administratives et les contraintes budgétaires. Le président de la République a également insisté sur la nécessité de collaborer avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires en vue de la réalisation de cette vision. Nous sommes en train de progresser légèrement, mais il n'est pas encore satisfait. Et je pense, en bon père, nous avons compris son message et que moi et mon équipe, nous allons nous remettre encore résolument au travail pour relever les défis nombreux de ces deux secteurs. J'ai trouvé un président de la République qui veut vraiment appliquer son programme, son engagement. Et ça, je pense que nous allons l'accompagner jusqu'à nos dernières forces. Le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a réitéré à ses interlocuteurs son engagement à faire de l'accès à l'eau et à l'énergie une réalité quotidienne pour tous les Tchadiens. Inscrit au cœur de son programme quinquennal de développement, cet objectif, selon le chef de l'État, repose sur 3 piliers fondamentaux que sont garantir une couverture nationale adéquate pour répondre à une demande croissante, s'assurer que l'eau distribuée est potable et que l'énergie fournie est fiable, et réduire les disparités provinciales pour rendre ces services accessibles même aux populations des zones les plus reculées. C'est assurément la marque d'un dirigeant visionnaire animé de grandes ambitions pour son pays et son peuple. Angal Toklok, et on en vient au deuxième titre de ce journal, 10e conférence de l'accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile. Les travaux ont démarré ce 19 novembre. Les délégations présentes en N'Djamena vont passer au scanner toutes les problématiques afin d'améliorer les conditions sanitaires dans les aéroports. C'est la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie, Fatima Goukou, qui a lancé les travaux. Le secteur de l'aviation civile qui joue un rôle pivot dans la connectivité, le commerce et le tourisme fait face à un certain nombre de défis, singulièrement en matière de santé. Pour inverser la tendance en vue d'offrir un environnement de voyage sécurisé, il est impératif que les gouvernements et les organismes de santé mutualisent leurs efforts. Tel est le sens de cette 10e conférence du CAPSCA, entendez accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile. Les travaux de cette conférence sont ouverts par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukou. Les échanges, les partages d'expériences, les propositions, les solutions innovantes et les recommandations permettront à terme d'assurer une meilleure prise en charge des cas de santé publique pouvant provoquer des urgences sanitaires au niveau des aéroports. Le ministère en charge des transports et de l'aviation civile, à travers l'autorité de l'aviation civile, est heureux aujourd'hui d'accueillir cet événement. La 10e conférence qui, pour la première fois, est organisée au Tchad, consiste justement à abriter un événement majeur relatif au mécanisme de l'organisation de l'aviation civile en matière de santé. Cela témoigne de votre intérêt et de votre bonne disposition à être aujourd'hui parmi nous, et nous sommes contents que toutes les mesures ont été prises pour que cela puisse se passer dans d'excellentes conditions. Après avoir souhaité au nom du gouvernement la cordiale bienvenue aux délégations ayant fait le déplacement du Tchad, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a mis l'accent sur les enjeux de ces assises. Le secteur de l'aviation civile est ainsi confronté à plusieurs défis en matière de santé qui peuvent avoir donc un impact sur la sécurité des passagers, le bien-être des équipages et l'efficacité opérationnelle globale. Pour relever ces défis, il est nécessaire de fournir des efforts coordonnés entre les gouvernements, les organismes de santé et l'industrie aéronautique en vue d'améliorer les normes de santé et de sécurité et garantir justement un environnement de voyage sécurisé aux voyageurs.
La ministre Fatima Gokoni-Odey devrait fonder son espoir sur les conclusions de cette 10e conférence du CAPSCA. Le ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires au chevet des rescapés d'une double tragédie au camp Al-Kouk Shari Arba à Karal. Dans ce site vivent des familles brisées qui tentent de se relever après avoir échappé aux griffes terroristes et aux inondations. La ministre de l'Action sociale Fatima Boukar Kosei et le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Abakar Moussa Kale sont allés les réconforter à travers un don du gouvernement composé des vivres et non-vivres. Ali Mohamed Bello. Le camp Al-Kouk Shari Arba, dans la province de Hadjar Lemis, devient le refuge de l'espoir au cœur de l'angoisse. Des rescapés de la terreur, des familles brisées et des âmes meurtries tentent de se relever, après avoir échappé aux griffes de la secte Boko Haram et aux inondations. Dame Sakine en est une. Avec le cœur lourd, elle remémore cette triste nuit. L'attaque de son village la hante. Boko Haram a attaqué notre village et tué nos enfants. La maman a tout laissé derrière. Elle, comme de nombreuses autres victimes, déboussolée, mais elle ne plie pas les chines. Le gouvernement non plus. La ministre de l'Action sociale et de la solidarité, Fatima Boukar Kosei, accompagnée du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Abakar Moussa Kale, est sur place, les mains chargées de vivres et de non-vivres. Dans ce camp lourd d'émotions, cet acte du gouvernement donne du sourire à ces victimes qui portent en eux une force incroyable. Avec ces épreuves, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, à vous soutenir, Inch'Allah. Ces vivres et non-vivres que nous mettons à votre disposition sont présentés comme un symbole de la solidarité. Les mains levées au ciel, ils implorent la bénédiction de l'Éternel au chef de l'État. Nous tenons à remercier sincèrement le président Mohamed Idriss Déby pour son soutien précieux. Nous qui avons tout perdu en raison des actes de Boko Haram. Ils ont tant souffert et malgré la tragédie, ces hommes et femmes sont déterminés à se relever. Premier geste du gouvernement, comme vous le voyez en image, qui vise à leur donner le nécessaire pour reconstruire leur vie. Bien que les cicatrices de leur passé soient encore présentes, l'espoir d'un avenir meilleur brille dans les yeux de ces hommes et femmes qui veulent absolument se relever. Ce don du gouvernement est donc une étape dans ce long chemin vers la guérison. Alors que le soleil se couche dans ces camps, une promesse se dessine. Une promesse de renouveau pour un avenir meilleur. Ali Mohamed Bello, et on enchaîne avec cette donation du Fonds mondial aux partenaires nationaux du ministère de la Santé publique qui œuvre dans la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Il s'agit des véhicules tout-terrain et des engins à 2 roues. C'est le ministre de la Santé publique qui a réceptionné ce don, nous dit Mohamed Suleiman. Le Fonds mondial appuie le ministère de la Santé publique et ses partenaires dans le cadre de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Il a mis à la disposition de ses partenaires 127 engins en 2 roues et 18 véhicules tout-terrain. Ces engins sont réceptionnés par le ministre de la Santé publique, Abdelmejid Abdelrahim Mohamed. Selon le coordonnateur de l'unité de gestion des projets, cette dotation appartient aux partenaires des 10 ministères. Les véhicules frigorifiques sont au nombre de 27 pour un coût total d'à peu près 1 milliard de francs CFA. Il y a 9 qui ont été déjà distribués pour le PPA et aujourd'hui nous assistons à la réception des 18. Donc 14 sont destinés pour le PPA et 4 pour la CPA. Et il y a aussi 127 motos. Les 120 motos sont destinées pour le programme tuberculose, le PNT, et 7 motos pour l'ONG BAS pour un coût global d'à peu près 94 millions de francs CFA. Très ému, le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose a salué ces gestes louables.
c'est vraiment un ouf de soulagement. Quelque chose qui va beaucoup aider le programme de lutte contre la tuberculose pour nous permettre de suivre les malades qui sont absents au traitement, ceux qui ne sont pas réglés au traitement. Et ça nous permet aussi de suivre les activités sur le terrain. Pour le ministre de la Santé publique, cette dotation vient à point nommé. Et le renforcement du système de santé passe obligatoirement par la logistique. Et maintenant, le Tchad dispose 96% des chaînes de froid, couplé avec le moyen roulant pour les 23 pharmacies provinciales et 4 pour la CPA, la maison mère. Donc l'articulation entre les différents PPA ne pose aucun problème maintenant. Docteur Abdelmajid Abdelrahim Mohamed a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage. Il a également appelé les partenaires des 10 départements à jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la couverture sanitaire des vaccinations des couples mères et enfants. Sachez que la COP29 tire à sa fin, mais avant, le ministre de l'Environnement Hassan Bakhet Djamous a présenté à la tribune de la COP29 le message du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, un message axé sur la mobilisation face aux effets des changements climatiques. Je vous propose de l'écouter. Permettez-moi de partager avec vous la réalité climatique que vit mon pays, le Tchad. Comme tant de nations face à la vulnérabilité climatique, le Tchad est aux premières lignes de cette crise mondiale, exposé de plein fouet aux effets dévastateurs du changement climatique. L'année 2024 restera gravée dans notre mémoire collective comme celle des catastrophes précédentes. Des vagues d'inondations ont ravagé 119 des 125 départements, affectant plus de 1,9 million de nos concitoyens, soit plus de 10% de notre population. Les pertes d'une ampleur vertigineuse sont sans équivoque. Plus de 217 000 habitations détruites, 142 000 hectares de terres engloutis, 172 000 de bétail ont été emportés par les pluies diluviennes et tragiquement 500 vies humaines ont été perdues. Ces chiffres, bien plus que des chiffres statistiques, sont le reflet des tragédies humaines et environnementales d'une intensité inouïe. Ils symbolisent des écosystèmes fragilisés, des foyers désintégrés, des moyens de subsistance brisés et des communautés entières déstructurées. Mesdames, Messieurs, la situation du Tchad est d'autant plus que complexe que notre vulnérabilité climatique est mise à rude épreuve par notre position géopolitique et les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Le Tchad se trouve à l'intersection de multiples crises régionales. À l'est, la crise du Soudan a entraîné un afflux massif de réfugiés exerçant une pression additionnelle sans précédent sur nos ressources déjà limitées. Au nord, l'instabilité persistante en Libye continue de mettre à rude épreuve notre sécurité nationale. Dans la région du Tchad, la menace de Boko Haram reste vive, forçant des communautés entières à se déplacer. Ce contexte unique, mêlant vulnérabilité climatique et fragilité sécuritaire, confirmant à n'en point douter les liens indissociables entre climat, sécurité et développement. C'est dans ces contextes que nous saluons la déclaration sur le climat, la paix, la stabilité et la reconstruction ratifiée lors de la COP28. Nous appelons la communauté internationale à traduire rapidement cette déclaration en actes concrets. Les États fragiles comme le nôtre ne peuvent être plus à entendre. Nous plaidons du haut de cette tribune pour la création des mécanismes de financement spécial dédiés aux pays fragiles et en conflit, l'intégration systématique des enjeux de fragilité et des conflits dans tous les mécanismes de financement climatique. Voilà, de Bakou, revenons au pays, à l'Aïe, dans la Tangilé précisément, où le secrétaire d'État aux finances, au budget et à l'économie, Ali Djadda Kampar, a lancé le système intégré de gestion des finances publiques pour le compte de cette province. Le gouverneur Adou Moustapha Brahimi y était présent. Éric Guédi. L'objectif de ce système est d'impulser les réformes nécessaires pour la modernisation et la digitalisation des finances publiques afin de garantir une gestion plus efficace, performante et transparente de nos ressources. Il permet également de renforcer la capacité de la province de la Tondjili à gérer ses finances de manière autonome et les initiatives locales. Ce lancement symbolise le début d'une transformation qui, nous l'espérons,
portera ses fruits et permettra à notre région à libérer pleinement son potentiel. Pour le directeur général des services du budget et de l'informatisation, Ali Abakarzen, l'opérationnalisation des SICFIP va permettre de rendre effective la déconcentration des services du budget, de la solde et du contrôle financier en complément des services existants. Lançant officiellement le SICFIP dans la province de la Tondjili, le secrétaire d'État aux finances, Ali Diada Kampar, a souligné que ce système marque une nouvelle étape et plus de tracasseries des déplacements. Avec le SICFIP, nous ouvrons une nouvelle ère, une ère où chaque agent public, chaque décideur local pourra suivre en temps réel, gérer de manière proactive et optimiser l'utilisation des ressources publiques. Ce système simplifie, accélère et rend plus transparent le suivi des opérations financières. Puissions-nous, grâce à cette initiative, écrire une nouvelle page de prospérité et de progrès partagés pour la Tangélé et pour toute la nation. La visite guidée des différents services en place du secrétaire d'État aux finances, accompagné du gouverneur de la province de la Tondjili, a mis terme à cette cérémonie de lancement officiel des SICFIP dans la province de la Tondjili. Des responsables des institutions et des particuliers expriment leur solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Ils ont remis des vivres, des produits pharmaceutiques et même des dromadaires sur pied. C'est le chef d'état-major, le général des armées, deuxième adjoint, Yamargué B. Félix, qui a réceptionné ce don. Apolline Gani Daniel. Ahmad Mahmad Kossé, président du bureau de soutien au MPS Étoile de l'Union, a fait parler son cœur. Il a remis 50 têtes de dromadaires, 100 sacs de farine, 50 cartons de macaroni, 50 cartons de spaghettis, 100 bidons d'huile et 500 palettes d'eau aux forces de défense et de sécurité pour soutenir l'opération Askanit lancée par le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, visant à traquer les terroristes du Boko Haram. Le président du bureau de soutien Étoile de l'Union a salué l'engagement du président de la République pour assurer la sécurité et la stabilité du Tchad. Ce n'est rien face à ce que nous vivons, mais nous sommes toujours derrière l'armée et nous allons faire plus que ça pour encourager l'armée à veiller sur notre sécurité. Après le bureau de soutien Étoile de l'Union, vient le tour d'un particulier, le nommé Djidi Mahamad Sougouya, qui souhaite ne pas rester indifférent de la situation que traverse le Tchad. Il a remis 100 cartons de différents produits consommables médicaux d'une valeur estimée à 11 millions de francs CFA. Étant un patriote et un citoyen de la République, je ne peux pas rester les bras croisés et observer. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Ce n'est pas grande chose. Si la patrie est menacée, je suis prêt à sacrifier ma vie. Le coordonnateur du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers du Chari Bagirmi apporte également son soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans les confins du lac contre la secte du Boko Haram. Il a remis des cartons de médicaments d'un montant de 10 millions de francs CFA. En réceptionnant tous ces dons, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Yamargué B. Félix, a remercié les différents donateurs pour ce geste qui revêt d'une grande importance. Je voulais simplement vous dire que votre présence ce soir, avec le peu que vous avez apporté à vos frères d'armes, témoigne à suffisance votre engagement pour la cause nationale. Selon lui, tous ces gestes expliquent la détermination de chacun à renforcer les efforts et l'engagement des défenses nationales aux défis sécuritaires auxquels fait face le Tchad. Et la teneur de ce communiqué de presse pour la suite de l'édition, l'association unifiée pour la solidarité sociale, l'unité et l'entraide économique condamne l'attaque terroriste au lac Tchad survenue il y a plusieurs jours. Elle réaffirme son soutien total au président de la République, aux forces de défense et de sécurité, tout en présentant ses condoléances pour les soldats tombés sur le champ d'honneur. Le président de l'association, Hissène Mahamat Ibrahima. Demain, 20 novembre, sera célébrée la journée mondiale de l'enfant.
À cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Apolline Moudalbaye, a fait une déclaration de circonstance. En voici donc un extrait. Cette journée marque la date anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Convention relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 1989. Une année après, précisément le 2 octobre 1990, le Tchad a ratifié cette convention et s'est engagé depuis cette date à promouvoir et défendre les droits fondamentaux de l'enfant, notamment les droits à la santé, à l'éducation, à l'alimentation et une nationalité telle que stipulée dans les dispositions de cette convention. Le thème choisi pour la commémoration est « Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant ». C'est un thème révélateur d'une situation actuelle en cours dans certains pays du monde dans lesquels la violation des droits de l'enfant a atteint un niveau extrêmement inquiétant. Malgré toutes les difficultés et les défis constants à relever, le gouvernement du Tchad continue à respecter ses engagements pris dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'adoption de la politique nationale de protection de l'enfant au Tchad le 5 août 2024 est une étape décisive et cruciale franchie grâce à la volonté manifeste du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Le directeur général du Conseil des chargeurs a fait un point de presse. À cette occasion, Hamid Djoumino Djouma a restitué sa mission effectuée à Yaoundé et à Douala au Cameroun. Ce déplacement, dit-il, vise à améliorer les échanges commerciaux entre le Tchad et le Cameroun. Extrait. الغرض من هذا المؤتمر الصحفي هو تقديم لمحة عن زيارتنا إلى دولة الكاميرون. Ce présent point de presse a pour objet de donner un aperçu sur notre récente visite de travail à Douala et Yaoundé dans le cadre des missions régaliennes qui nous sont assignées et particulièrement d'assistance, de défense et de la protection des intérêts de nos chargeurs sur toute la chaîne multimodale de transport et de la logistique. Nos missions à Douala et Yaoundé, telles qu'évoquées, visaient non seulement à résoudre les problèmes logistiques, notamment des coûts et délais de passage portuaire, mais également et surtout à agir sur les leviers capables de stimuler le développement économique tout en optimisant le bien-être des Tchadiens et en facilitant un commerce plus fluide et efficient. Au cours de notre mission à Douala et Yaoundé, des actions concrètes et significatives ont été mises en place pour lutter contre certaines pratiques entravant les échanges de marchandises par voie maritime et terrestre via les corridors camerounais. Rendons-nous dans le Moyen Chari où le gouverneur Abdraman Amat Bargou a effectué une visite à la compagnie sucrière du Tchad. C'est pour s'enquérir du fonctionnement de la société, nous dit Yayam Lucien. L'objectif de cette visite est de renforcer le partenariat en termes de sécurité, de la politique provinciale de l'employabilité des natifs du Moyen-Chari à la CST et la remise en valeur de ce sucre à travers le territoire national. Le gouverneur est accueilli à l'entrée de l'usine par le directeur général Irous Antoné, avec à ses côtés le préfet du département du Barko, Oumar Ali Nanina, et les employés de cette usine. Le gouverneur est soumis à des explications préliminaires concernant les variétés de canne cultivées et le cycle de travail de la CST pour aboutir au sucre. Le département de broyage des cannes, la chaudière et plusieurs autres cycles de transformation sont visités. Ici, l'on est à l'ensachage. Les cannes sont déjà presque des produits industrialisés. Selon le directeur de la CST, les difficultés que rencontre l'usine en termes de fonctionnement sont, entre autres, l'énergie due à la cherté du carburant et les problèmes d'eau pour irriguer les cannes. Dans la province du Lac, le gouverneur Saleh Hagar Tidjani a réceptionné une ambulance destinée au département de Fouli, un don d'une ONG IRC. Le gouverneur a ensuite donc rencontré la communauté humanitaire œuvrant dans la province, nous dit Bachariaya Issahanga. L'aspect sanitaire préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités et ses partenaires.
pour faciliter la tâche à l'hôpital du département de Fouli, l'organisation IRC, par l'entremise de son coordonnateur, Tina Mirangai, a remis les clés d'une ambulance médicalisée au gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Agartigani, qui à son tour a donné au délégué sanitaire du Lac, Dr Koulmini Sam. Juste après, le premier magistrat de la province du Lac, le général Saleh Agartigani, a tenu une réunion avec les humanitaires. Gilbert Singamali, chef de bureau OCHA, basé à Bagasola, a, au nom de toute la communauté humanitaire, présenté ses condoléances au gouverneur et souhaité un prompt rétablissement aux soldats blessés. Au cours de cette rencontre avec les humanitaires, le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Agartigani, entouré des membres du comité provincial d'action, a rassuré les humanitaires que l'armée nationale tchadienne a nettoyé tous les terrains. Dans le même sillage, il demande à ces derniers de vaquer à leurs occupations sans crainte. Un message accueilli avec fierté, car les humanitaires rentrent avec une bonne note de satisfaction. L'association dénommée S'engager offre des forages d'eau à motricité humaine à la population du 4e arrondissement. L'inauguration de ces ouvrages a été faite par le président de l'association, Senoussi Hassana Abdoulaye. Suleiman Amat Mahamat, reportage. L'eau potable pour la population du quartier Blablin, Repo, Naga 1 et Naga 2 dans la commune du 4e arrondissement. Ces quartiers ont chacun bénéficié d'un forage d'eau. Cet acte de bienfaisance est l'œuvre de l'association S'engager. Cela est l'aboutissement des discussions et des échanges que nous avons eus avec les délégués, les chefs de carré du 4e arrondissement. Et parmi les doléances qui sont apparues pertinentes de notre point de vue, il y a le besoin d'un forage pour chaque quartier. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'apporter notre modeste contribution pour le 4e arrondissement au nom de notre association S'engager. Personnellement, nous nous sommes impliqués et nous avons fait de notre mieux pour que cela puisse se faire et se réaliser aujourd'hui. Dans leurs différentes interventions, les délégués de ces quartiers ont apprécié à sa juste valeur ces projets qui visent à résoudre le problème d'eau dans cette commune. L'association S'engager est une organisation qui œuvre pour le bien-être de la population. Dans le CANEM, le secrétaire général de la province a lancé à Mao les activités de la table ronde sur l'accès des femmes aux terres cultivables et à sa sécurisation dans la zone du projet d'été CANEM, nous dit Moussa Ahmad Mahamat. Cette table ronde de 2 jours est une initiative de l'ONG ARDET, Action pour la recherche et le développement durable, en collaboration avec son partenaire ACEF, Action contre la faim. Une centaine des acteurs du développement du CANEM et du Bar El Ghazal participent à ces assises sur les thématiques la prévention et la gestion des conflits liés à l'accès des femmes aux ressources naturelles. C'est ainsi que le coordinateur de l'ONG ARDET, Ahmad Abdou, rappelle que l'objectif de cette table ronde est d'améliorer le niveau d'accès des femmes à la terre et à la sécurisation des terres déjà acquises dans les zones d'intervention du projet. L'ONG ARDET, en consortium avec les autres organisations, œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables, surtout l'accès aux terres pour nos sœurs, nos mères et nos filles. Quant au coordinateur terrain de l'ACEF, Kagayo Paul, ces assises se tiennent dans le cadre du projet intitulé « Renforcement de la résilience de la population et de la cohésion sociale dans les 2 provinces, le CANEM et le Bar El Ghazal », qui est financé par l'Agence française de développement AFD. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province, Anour Djibril Abdoulaye, représentant le gouverneur du CANEM, a reconnu que cette initiative corrobore bien avec les objectifs de développement durable ODD ratifiés par le gouvernement. Parlant des thématiques qui vont être débattues ce matin, à savoir les inégalités sociales, les instructions et les orientations du chef de l'État sont très claires. Il n'y aura pas d'inégalité dans la gestion et le partage des ressources naturelles. Outre les ONG ARDET et ACEF qui mettent en œuvre cette action, le projet d'été CANEM est piloté par un consortium d'autres partenaires qui sont Oxfam, AIDER et CELIAF. À Massakori, dans le Hadjar Lamis, la gouverneure Iljim Abdraman a dirigé une réunion
de sensibilisation pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Regardez. Prélude à la campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois dans la province de Hadjar Lamiz. La gouverneure de la province de Hadjar Lamiz, Eldjima Abdraman, a présidé une réunion de plaidoyer dans les locaux du gouvernorat. Réunion qui a vu la présence des autorités administratives, traditionnelles, des chefs religieux, des responsables des organisations non gouvernementales et ceux en charge de la santé. Dans son intervention, le médecin-chef de district de Massakori, Dr Abdoulaye Adamou Dambana, a indiqué que cette campagne de sensibilisation contre la poliomyélite, couplée à la vitamine A et au mébendazole, se déroulera du 22 au 25 novembre. Il n'a pas manqué de souligner que ces vaccins permettent d'éviter la paralysie liée à la poliomyélite. Président de la Réunion, la gouverneure de la province de Hadjar Lamiz, Eldjima Abdraman, a indiqué que le ministère de la Santé publique, sous la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise régulièrement des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Selon elle, la vitamine A est pour les enfants de 6 à 59 mois et albendazole pour ceux de 5 à 59 mois. La gouverneure a demandé aux leaders de faire passer le message pour que les enfants de 0 à 59 mois soient vaccinés contre la poliomyélite. Les participants se sont relayés pour donner chacun son point de vue. Plusieurs suggestions et des questions liées aux causes du virus de la polio et à ses méfaits ont été débattues. Le Comité international de la Croix-Rouge forme des enseignants en droit international humanitaire. C'est pour mieux cerner les questions de droit humanitaire international, nous dit Al-Habib Mohamed Tenou. Dans un monde où les conflits armés et les crises humanitaires semblent se multiplier, la nécessité de comprendre et d'enseigner les droits humanitaires internationaux revêt toute son importance. C'est dans ce contexte qu'intervient cet atelier de formation à l'intention des enseignants issus des universités, des instituts et des écoles de formation. J'engagerai celles et ceux qui nient sa place au DIH d'avoir le courage de le signifier à la mère d'un enfant disparu dans un conflit, à cette famille qui a fui dans la nuit, qui a tout abandonné derrière elle, ou à ces gens dont la vie est suspendue au bon ou au mauvais vouloir de bombardements indiscriminés. Ouvrant les travaux, la conseillère juridique du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, a salué l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge. La mission exaltante du CICR découle de sa vocation humanitaire visant à assurer la prise en compte des défis, besoins et réponses humanitaires depuis plus de 150 ans au monde et au Tchad depuis plusieurs décennies. Au terme des travaux, ces enseignants seront à même de dispenser le cours de droit international pour leur bonne mise en œuvre. Sachez également que l'Union nationale pour le développement et le renouveau forme les membres du bureau exécutif du parti sur les nouvelles techniques et stratégies politiques pour affronter la campagne électorale du 7 décembre prochain. C'est le premier vice-président du parti, Topona Moha Célestin, qui a lancé la session. Bouchra Oumarou. À quelques semaines de la campagne électorale, les membres du bureau exécutif du parti UNDR sont à l'école du savoir. Ils seront outillés sur les nouvelles techniques et stratégies politiques pour affronter la campagne électorale à venir. Le programme politique de l'UNDR est connu. Son approche politique est aussi connue. Il est maintenant question pour nous de chercher à améliorer notre style de valorisation de cet immense patrimoine d'idées politiques afin que les citoyens tchadiens apprécient mieux notre offre politique basée sur la social-démocratie. Pour bien valoriser son programme politique à la veille des élections, le bureau exécutif adopte une stratégie bien bâtie sur les renforcements de connaissances pour mieux valoriser son plan d'action. Une approche pour ressortir gagnant de ces élections du 29 décembre prochain.
L'association Ayadi Al-Ikhwa, en partenariat avec l'ambassade de la Turquie au Tchad, va lancer une opération de distribution de vivres aux sinistrés. L'opération en question va démarrer à partir de demain, mercredi 20 novembre 2024. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de la Turquie au Tchad. Je vous propose de l'écouter. C'est avec une profonde tristesse que nous suivons les conséquences des inondations historiques qui ont frappé le Tchad en 2024. Ces inondations ont causé des pertes humaines tragiques, des déplacements massifs et d'importants dégâts matériels. En ces moments difficiles, je tiens, au nom de la République de Turquie, à adresser nos sincères condoléances aux familles endeuillées et à exprimer notre solidarité à toutes les personnes touchées par ce désastre. Nous souhaitons à chacun d'entre eux courage et résilience. Aujourd'hui, en complément des efforts considérables déjà déployés par le gouvernement tchadien pour venir en aide aux populations sinistrées, l'ambassade de Turquie a décidé de lancer un programme d'aide alimentaire. Ce programme comprend la distribution de 1000 colis alimentaires destinés aux personnes les plus durement touchés par les inondations. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie entame une caravane de sensibilisation et de distribution d'eau de Javel à N'Djamena. Cette caravane intervient suite aux inondations ayant causé la pollution de l'eau de forage dans certains quartiers de la capitale. Ali Haki. Les eaux souterraines ont subi une forte pollution avancée, conséquence directe des fortes inondations qui ont touché la ville de N'Djamena, selon les résultats de l'analyse faite par le Laboratoire national des eaux. Pour prévenir les éventuels risques, le ministère de l'Eau et de l'Énergie dépêche une mission de sensibilisation et distribution d'eau de Javel sur le terrain. Première étape, le premier arrondissement où 45 cartons d'eau de Javel sont remis aux responsables avec un message à la clé. Les résultats des analyses bactériologiques de la qualité de l'eau ont mis en évidence un niveau de contamination avancée des eaux souterraines de l'ordre de 97% environ. C'est un coup de cœur que nous lançons à la commune de sensibiliser sa population à travers les délégués de quartier et les associations de développement à se procurer du produit pour le traitement continuel de l'eau de consommation. L'eau de Javel, bien utilisée, peut détruire les microbes et prévenir les maladies hydriques. Pour des gens qui ont des châteaux de 2 mètres cubes, ils peuvent aller jusqu'à 600 millilitres. Et comment faire pour les châteaux? C'est de verser un peu dans un seau, mélanger et puis vous versez directement dans le château avant de faire l'eau plein. Les communes du 2e et 3e arrondissement ont constitué les étapes suivantes. Dans chacune de ces communes, la même démonstration a été faite. Les responsables des différentes communes ont apprécié ce don qui vient à un moment opportun, lequel don va permettre à chaque ménage de traiter l'eau avant toute consommation. Parlons à présent de cette initiative, disons-le, innovante. Des jeunes du Guéra ont conçu et fabriqué un hélicoptère Made in Tchad. L'appareil a fait le tour de la toile et se retrouve présentement à N'Djamena, au musée national. Qui sont donc ces jeunes? Quelle a été leur motivation? Suivons donc le reportage de Almoumi Djiti Bichara. Des visages timides et innocents qui font éclore leur génie créateur. Des talents cachés, mais désormais extériorisés. Ces jeunes originaires de la province du Guéra ont conjugué leurs efforts afin de déboucher sur un joyau. Les voici, un hélicoptère conçu par des jeunes Tchadiens. Au départ, c'était DJ dans la rue avec les cartons et autres déchets. Petit à petit, nous avons commencé avec le contreplaqué et au final, voici le résultat. Nous avons transporté cet appareil de Mongo jusqu'ici pour montrer nos talents à nos compatriotes. Pour faire de cet appareil un Made in Tchad, l'implication de tout le monde s'invite. Nous demandons aux bonnes volontés et au gouvernement de nous soutenir afin de réaliser notre rêve. Si nous avons des moyens conséquents, nous allons faire mieux que ça équipé de décoller aussi. Des ambitions sont grandioses. Ces jeunes visent loin. Rien ne les détourne de leur objectif. Certes, il y a des difficultés,
Mais quand on est déterminé à faire quelque chose, rien ne nous empêche d'atteindre cet objectif. Connecté avec 3 moteurs de moto, cet hélicoptère nous a coûté plus de 3 millions de nos francs. Démarrer pour des essais devant une foule présente pour apprécier le spectacle. Je demande à tout le monde de lui aider sur son travail. Demain, il va nous faire quelque chose de classique ou bien plus que ça. L'idée de la création y est, mais une synergie d'action s'impose à divers niveaux afin de contribuer à l'épanouissement de ce jeune qui emprunte à la modernité sa quintessence progressiste. Initiative encourageante. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.